Bienvenue à toutes et à tous. On a le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Chiara Cappelletto, qui est professeure de philosophie esthétique à l'Université statale de Milan et membre associé du CRAL à l'OHSS. Ses domaines de recherche sont la phénoménologie du corps vivant, comme vous l'aurez peut-être déjà compris, la morphologie chez Wittgenstein, la notion de virtualité dans les arts visuels et performatifs, la citation et l'intertextualité entre les arts, la neuroesthétique, à savoir le rôle des neurosciences dans l'étude et la compréhension-appréciation des arts plastiques. Parmi ces publications, je souhaite rappeler un de ses livres en italien qui a fait date, Neuroestetica, l'arte del cervello, en 2009, et une nouvelle version mise à jour en anglais, publiée en novembre 2022 par la Columbia University Press, qui s'intitule Embodying Art, How We See, Think, Feel and Create. Je fais circuler les livres pour notre public. Nous aurons aussi, à la fin de l'intervention, si je l'ai bien compris, la prise de parole d'un des doctorants de Chiara qui s'appelle Giulio Galimberti et qui nous a fait la gentillesse de nous rejoindre pour cette intervention. Voilà, c'est tout pour moi. Chiara, la parole, c'est à toi. Pour le visage est un équivoque, l'interaction homme-machine à la lumière de la chaleur. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Et je tiens à remercier Maria Giulia et Ivan Alonso pour cette invitation qui me fait très plaisir. Donc, je commence par les titres de mon intervention qui est, comme Maria Giulia vient de le dire, les visages unéquivoques, l'interaction machine à la lumière de la chaleur. Quand je dis le visage est un équivoque, j'entends les visages comme équivoque à l'épistémique des processus de subjectivisation. C'est d'ici que je vais commencer ma présentation. Alors, déjà, un préambule très bref sur l'origine de l'étude que nous allons présenter, un préambule qui peut être utile pour mieux en saisir l'élément théorique et également les enjeux méthodologiques et épistémiques. Il s'agit d'une étape des travaux sur les dynamiques performatives grâce auxquelles l'identité personnelle des êtres humains se produit, compte tenu des conditions épistémiques des dispositifs et des artefacts qui participent au processus de subjectivisation. Et ça, c'est au large la question qu'on aborde avec mon groupe de recherche Performing Identity Studies. Et ces travaux se déroulent avec une approche matérialiste et interdisciplinaire à l'intersection de l'esthétique, des neurosciences, des sciences cognitives, de la théorie des médias et des performance studies. Et pour moi, toutes ces disciplines sont finalement des disciplines du cœur vivant. Et c'est à la lumière du cœur vivant comme agent cognitif que je les interroge. Et ces travaux se déroulent également sur deux pistes, l'une théorique et l'autre expérimentale. Et d'ailleurs, l'organisation de la présentation d'aujourd'hui, qui commence avec moi-même et continue avec Giulio Galimberti, correspond à ce partage, qui est bien évidemment un partage artificiel, car il n'y a pas un dualisme entre imagination philosophique et pratique expérimentale, mais on procède comme cela pour the sake of clarity, comme on le dit. Donc, qu'est-ce que j'entends par dynamique performative grâce auquel l'identité personnelle des êtres humains s'est produite, évidemment des hommes comme des femmes? Alors, j'ai fait référence au pouvoir des artefacts matériaux d'exercer un effet rétroactif sur les agents humains et notamment sur leur sens d'agentivité ou sense of agency, comme on l'appelle. Qu'est-ce que c'est le sense of agency? Le sense of agency, c'est l'expérience de mon corps vivant comme un corps qui est à moi, et notamment comme un corps qui est à moi quand il agit, quand il bouge, quand il fait des choses. Donc ce corps qui bouge, ce corps qui agit, c'est mon corps, c'est le corps qui est pour moi un objet de réflexion, mais en même temps, c'est moi-même. Donc, il y a une relation de correspondance, de propriété aussi, si vous voulez, même si l'essence de propriété,
les posséder et les sense of agency sont un peu différents, mais bon, ils partagent quand même des caractéristiques. Donc, les mains qui bougent là sont mes mains qui bougent et elles bougent parce que c'est mon intention de les faire bouger. C'est pas que leur mouvement est anarchique, si vous voulez, par rapport à mes intentions. Évidemment, il y a pas mal de pathologies qui sont très intéressantes, comme celui justement du man qui bouge sans que je veux la bouger. Et ces pathologies nous ont permis, les travaux sur ces pathologies nous ont permis de comprendre l'effet qu'un corps humain, enfin un instrument, disons comme ça, standard, est caractérisé par l'essence d'agentivité de son corps propre. Or, les artefacts participent de notre conscience corporelle. Et là, j'ai dit les artefacts et pas les objets pour une raison qui est très spécifique. Si je parle d'un objet, je parle d'une chose qui peut idéalement avoir une raison d'être à elle, d'une certaine manière, alors que quand je parle d'artefact, je parle d'un objet qui a été fait à la fois par les hommes ou par la technologie, mais on souligne l'élément, la fabrication qui est incorporée par l'artefact lui-même. Un artefact n'est pas tout simplement une chose. Et donc les artefacts comme objets faits par un homme ou par des technologies exercent ce qu'on a appelé les Material Performative Agency, c'est-à-dire une agentivité matérielle et performative, qui exerce de manière rétrospective une capacité, enfin, qui transforme l'être humain sur lequel il exerce un pouvoir, qui est un pouvoir esthésiologique, sensible, matériel, mais même épistémique. Et c'est le pouvoir de suspendre l'équilibre entre les corps habituels et les corps actuels. Et là, j'ai fait évidemment référence à Merleau-Ponty et à la différence que Merleau-Ponty fait dans la phénoménologie de la perception entre justement les corps habituels, qui est l'arrière-plan de nos actions physiques, et les corps actuels, qui est les corps qui, par exemple, fait mal, les corps qui attirent mon attention à moi. Et d'ailleurs, on a amené des études qualitatives, pas quantitatives, sur l'agentivité matérielle performatrice des masques chirurgicaux pendant la Covid. Et c'est très intéressant de constater comment le fait de porter un masque chirurgical modifie l'expérience de soi comme sujet qui respire. Alors qu'il n'y a pas du tout de données quantitatives sur le fait qu'on respire moins quand on porte un masque chirurgical. C'est pourtant absolument documenté le fait que l'expérience de nous-mêmes comme sujet qui font de la respiration est tout à fait perturbée. Donc les artefacts interfèrent dans l'expérience que j'ai de moi-même en tant que corps vivant. Peut-être, Julia, si tu veux couper ton microphone, moi j'allume les miens et comme ça, tu ne dois pas bouger le... Non, non. extensa, c'est même pas la glande pinéale qui était appelée avant, mais bien au contraire, le corps humain, c'est un milieu d'intersection entre processus cognitifs et matériaux. Il est donc inséparable des artefacts avec lesquels il partage l'espace, que ce espace soit physique, émotionnel, psychique, cognitif, imaginaire, ce que vous voulez. Et comme vous le connaissez certainement, Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, je trouve que là, dans la vidéo de Martha Rosler, alors qu'elle utilise de manière un peu bizarre les objets, les artefacts qu'on a dans la cuisine, on a tout à fait un exemple involontaire du corps vivant comme un milieu d'intersection entre
processus cognitifs, esthétiques et matériaux et artefacts. Alors, dans cette perspective que j'espère avoir tracée, la compréhension du soi la plus efficace me semble être celle qui a discuté Sean Gallagher, qui en 2013 parle de la Pattern Theory of Self, selon laquelle le soi, le self, est la résultante de plusieurs aspects. Alors, il y a les minimal embodied aspects, c'est-à-dire par exemple les aspects biologiques. Il y a les minimal experiential aspects, c'est-à-dire par exemple la proprioception. Il y a les aspects affectifs, c'est-à-dire les caractères, les tempéraments. Il y a les aspects intersubjectifs qui peuvent être psychologiques ou cognitifs. Puis, il y a évidemment les aspects narratifs, parce que le soi est aussi le résultat d'une biographie, d'une autobiographie. Il y a encore les aspects qu'il appelle situated, par exemple la famille, enfin, les réseaux sociaux, disons les éléments sociaux en général. Et puis, il y a ce qui, pour la présentation d'aujourd'hui, sont les plus importants, ce qu'ils appellent les extended aspects, qui suggèrent que les soi incluent des choses comme les vêtements, les maisons, les verres, enfin, tous les objets qui sont dans l'espace autour de nous, au point que nous identifions nous-mêmes comme avec les choses qui nous entourent. Donc, on n'est pas en mesure de tracer une différence claire, et précise et permanente entre notre corps qui est à nous, le corps qui nous mouvons, et les choses autour de nous. Et dans les choses, Gallagher considère également les technologies. Donc, on pourrait dire, par exemple, l'IA dont on a parlé avant. Donc, le soi est un champ de pouvoir, un champ d'action, et malgré ce qu'on est habitué à penser, le soi ne s'articule pas à la première personne. Plutôt, il s'agit de l'aborder, de le comprendre selon la logique de la délégation. On a un soi qui émerge de temps en temps, mais qui s'exprime dans un réseau où tout ce qui participe à ces réseaux délègue une partie de son pouvoir. Alors, cette prémisse, je trouve, est importante si on aborde l'interaction homme-machine, et notamment quand la machine n'est pas tout simplement un instrument, mais un partenaire, voire un proxy, avec lequel nous nous comportons, jusqu'à développer des habitudes, voire des habitus, selon Pierre Bourdieu. Et là, je vais reprendre une des définitions qu'il a données d'habitus, que je trouve pertinent par rapport au discours que je cherche à mener aujourd'hui. Et Bourdieu écrivait « Les schémas d'habitus, qui sont des formes originales des classifications, doivent leur efficacité précisément au fait qu'ils fonctionnent avant d'attendre la conscience et l'ordre du discours, et par conséquent, en dehors du champ de l'examen et du contrôle volontaire. Principe d'orientation pratique des pratiques, il dissimule sous les gestes les plus automatiques ou dans les techniques corporelles les plus insignifiantes en apparence, ce que l'on pourrait qu'improprement appeler des valeurs pour leur donner l'apparence d'un fait naturel. À la base, il n'y a pas encore naturel. Ça, on peut dire qu'on le sait, mais je trouve qu'on ne le sait jamais jusqu'au fond. Et l'interaction homme-machine et l'interaction homme-artefact nous montrent de plus en plus jusqu'à quel point on ne peut pas penser les corps humains, les corps vivants, les corps esthétiques, les corps sensibles comme un corps naturel. Donc, je pense que quand on cherche à penser, on cherche à comprendre les artefacts, et notamment un certain type d'artefacts qui est les robots, finalement, nous nous sommes amenés à thématiser une fois de plus ce qui est l'humain.
ce qui est le corps humain, même ce qui est les sujets humains. Et ça, je le trouve intéressant parce que finalement, la vieille question de la philosophie qui, depuis Socrate, nous poursuit, c'est-à-dire qui sommes-nous? C'est une question qui est renouvelée à travers l'étude de la robotique et de l'intelligence artificielle. Alors, pour aborder cette champ qui évidemment est immense, je trouve que la contribution d'Alfred Gell est très précieuse. Alfred Gell, comme vous le savez, était un anthropologue et il tenait beaucoup à être rappelé comme anthropologue social. Est l'auteur d'un bouquin que tout le monde connaît, qui a été traduit en français avec les titres L'art et ses agents, alors qu'en anglais Art and Agency. Je pense qu'il y a quand même une différence parmi ces deux titres-là. Et moi, j'ai eu vraiment le plaisir de l'éditer en italien. Et pour plusieurs raisons, ce bouquin est un bouquin qui est déjà écrit dans l'urgence parce qu'il savait qu'il était en train d'aller mourir. Et donc, il donne beaucoup de définitions d'agency qui est très... Donc, c'est une notion qui est plutôt très difficile à classifier, mais quand même, il s'agit pour lui, les objets matériaux, les artefacts, ont une agency de deuxième degré qui est une agency distribuée. Et elle est distribuée dans l'espace physique, dans les milieux où les êtres humains vivent. Et il écrit par exemple que la théorie, en anglais ça sonne comme ça, the theory of agency est bien la médiation de l'agentivité par des index qu'il faut comprendre tout simplement comme des entités matérielles qui produisent des inférences, des réponses ou des interprétations. On reconnaît, il nous dit, on reconnaît l'agentivité ex post facto. Donc, avec une fois qu'on a eu une relation, une fois que les êtres humains sont rentrés dans une relation avec des objets qui ont eu la possibilité d'agir de manière rétroactive sur eux-mêmes. Donc, les objets ont une qualité performative, qui, pour s'expliciter, a besoin de la vulnérabilité des humains et des autres objets. Et c'est là, les schémas qu'on vient de projeter, c'est très utile à ces sujets. Ce qui est très important pour moi là, est que l'agentivité, on peut absolument pas la penser ni la saisir si on se débarrasse de sa notion complémentaire qui est celle de vulnérabilité. Alors, j'aime bien la définition de vulnérabilité qui appelle aussi patiency, mais si on parle de passion, on suggère l'idée de quelqu'un ou de quelque chose qui est faible, d'une certaine manière, ou qui est impuissant, alors que dans la vulnérabilité, il n'y a ni faiblesse ni impuissance, c'est bien au contraire les pouvoirs de recevoir, c'est les pouvoirs d'être fait, les pouvoirs d'être modifiés par quelqu'un ou par quelque chose. Et donc, si on travaille là-dessus, on peut même dire que l'agentivité elle-même est une forme de vulnérabilité. Il ne s'agit pas du tout de la penser comme une violence qu'on impose aux autres. C'est la possibilité de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, si on est imbriqué toujours dans ce type de relations qui sont des relations matérielles, physiques, sensibles, eh bien, il faut aussi admettre qu'on n'est pas libre, que même la notion de liberté a besoin d'être repensée de manière radicale. Parce qu'ici, la notion de liberté va avec celle d'autorité, de singularité, d'individualité, eh bien, ça ne marche pas. Parce que finalement, moi, je ne suis pas l'autrice singulière de mes actions, de mes pensées, de ma vie. Je ne peux pas l'être. Finalement, je ne peux pas l'être. L'idée de liberté, d'autonomie est une idée mythologique qui n'a rien à faire avec la vie réelle des hommes dans le monde. Or, là, et j'aime bien d'ailleurs une explication qui est des philosophes qui travaillent dans le domaine du new matérialisme.
ont donné de l'expérience du soi. Anna Böllig, Francesca Buer et Katharina Ammann, elles écrivent l'expérience du soi springs from a relational materiality that recognizes the reciprocity between artifacts and people. Ça, c'est dit de manière très simple et je trouve très efficace. Alors, je trouve qu'il y a aussi une autre philosophe qui est Karen Barad qui nous aide à comprendre la relation entre humain et machine à la lumière des notions d'agentivité, des vulnérabilités qui Gell met à disposition. Et Karen Barad parle d'interaction et il fait une différence très précise entre l'interaction et l'interaction. Et la différence à la base est celle-là. L'interaction, et donc là je bouge un peu, l'interaction est toujours une relation entre des pôles, des agents, des choses qui existent déjà et qui rentrent en relation avec l'autre, mais leur existence est autonome et préalable à la relation elle-même. Alors que si on pense en termes d'interaction, on renverse la chose et finalement les sujets, l'être humain, la chose, l'artefact, est le résultat d'une relation matérielle qui produit à un certain moment et pendant un certain temps quelque chose qui peut être appelé les sujets. Mais les statuts épistémiques du sujet est modifiable dans le temps à fur et à mesure que les relations avec le reste du monde changent. Donc c'est évidemment une approche dynamique, disons, des relations entre les humains et les objets matériaux, les artefacts. Un exemple que je trouve très efficace de l'interaction est la relation mère-fils, mère-enfant. Parce que bien évidemment, il n'y a pas une mère s'il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un enfant s'il n'y a pas une mère. Et c'est l'enfant qui produit, qui fabrique la mère, tout comme c'est la mère qui fabrique l'enfant. Les deux pôles se co-constituent de manière aussi temporellement délimitée. Or, cette dimension, qui est une dimension sociétale et intracorporelle, je pense n'est pas du tout à oublier ni à sous-estimer quand on adresse les robots. Et là, on y arrive, et notamment les robots qui ont des finalités sanitaires, ludiques, domestiques, c'est-à-dire les robots sociaux. Alors, il y a évidemment énormément de différences entre les robots et les instruments, les utiles. Je ne vais pas les aborder toutes. Je trouve que la différence la plus importante, c'est que nous pensons que les robots sont investis par une obligation affective. Nous nous attendons des robots d'une certaine manière, une disponibilité, justement une vulnérabilité d'un côté et une agentivité de l'autre, une disponibilité à une relation affective, qui est compliquée, bien sûr, qui est à discuter, bien sûr, mais quand même, ça reste cette attente. Alors qu'on n'a pas, on pense pas à un marteau comme un artefact qui est nourri par une potentiel affectif. Et je pense que c'est là qu'il faut marquer la différence entre les instruments et les robots. Ce n'est pas tellement simplement une différence technologique, bien sûr, évidemment, un robot est beaucoup plus complexe, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est l'élément affectif qui n'est pas tout simplement, je pense, une projection affective, mais c'est vraiment une capacité du robot d'entrer, de créer avec moi, d'interagir, justement, d'interagir avec moi d'une manière qui est empathique, d'une manière qui est affective, en modifiant l'espace qui nous entoure. Donc, si je suis toute seule dans une cuisine avec un robot, eh bien, l'espace que j'ai créé autour de moi est un espace différent de l'espace que j'ai créé avec un marteau. Alors, dans nombreux récits, la ressemblance du robot avec les êtres humains est très importante. C'est ça qui est dit et répété. Apparemment, la ressemblance des robots avec nous est même fondamentale.
non seulement les robots sociaux, là je parle des robots sociaux, non seulement les robots sociaux nous rassemblent ou nous doivent rassembler par leur morphologie et leurs caractéristiques, disons, corporelles, mais étant intégrés dans des relations intersubjectives et on pense même qu'ils doivent nous rassembler sur les plans comportementaux. Les robots sociaux sont compris comme un cas limite d'objets inanimés auxquels nous déléguons des tâches et des rôles humains. Et plus précisément, la conception matérielle et logicielle du robot vise à produire des effets d'attribution d'agence sociale qui est typiquement humain. Les robots deviendraient ainsi un agent social selon des degrés d'approximation avec les sujets humains, au lieu d'être considérés comme une simple machine, certes intelligente. Et on a pas mal d'exemples aussi dans les arts de ça. Si vous avez lu, ou vous allez lire Clara et les soleils par Kazuo Ishiguro, eh bien, je pense qu'on peut le lire comme un roman de formation, un bidon roman, dont le protagoniste est un robot, Clara, qui apprend à devenir finalement un robot comme il faut, un robot bien éduqué, un robot qui mérite aussi une bonne note, d'une certaine manière, par la fille qui partage sa vie avec elle. Alors, je trouve que si on se concentre sur les robots qui nous ressemblent, dont les corps nous ressemblent, dans les visages nous ressemblent, dans les comportements nous ressemblent, etc., eh bien, là, on a une mise en abîme des analogies. C'est une mise en abîme des analogies qui est, je trouve, très intéressant à discuter. Et cette mise en abîme est très forte pour tout ce qui concerne la vue et les regards. Nous sommes sûrs que la vue et les regards doivent, d'une certaine manière, appartenir aux robots. Jusqu'au point que les robots sociaux sont construits, sont dessinés, enfin, le design du robot social est basé sur sa capacité à nous regarder avec des yeux qui sont à lui. On a énormément avant on rappelait la science-fiction, qui est bien évidemment un archive très riche pour tout ça. J'ai fait juste référence rapide à Blade Runner. Blade Runner, toute la scène sur les yeux qu'il faut mettre dans les réplicants, etc. Les yeux comme évidence de l'humanité des robots et un topos de la littérature justement sur les robots. Alors pourquoi, là je viens à la partie suivante de mon intervention, pourquoi nous faisons aussi confiance aux yeux et au visage quand on parle des robots? Pourquoi? Alors, les visages seraient la surface sensible à travers laquelle on exprime et on communique, nous les humains, l'identité personnelle. Et Simmel écrivait au début du 1900 que notre tendance à percevoir les visages comme un symbole est un symbole non seulement de l'esprit en général, mais aussi d'une personnalité spécifique, unique parmi toutes. Bien, cette tendance a été facilitée à un degré extraordinaire par l'habitude de couvrir les restes du corps. Donc, évidemment, il y a un rapport entre les visages et les corps, et ce rapport est un rapport de négligence, disons que ça. Il faut oublier les corps pour que les visages soient à mesure de nous représenter, notre identité. Alors, on pourrait travailler longuement sur ça. Je pense qu'à la base, il a tout à fait raison, il a de fait raison, et je pense aussi que nous sommes hantés par une conception picturale du visage et qui se base assurément sur les principes gestaltistes de la forme d'un côté, mais de l'autre, il y a une rétroaction culturelle très forte et très occidentale sur les visages comme signe de l'identité personnelle. Et évidemment, nous avons transféré au visage, tout au long de notre histoire culturelle et même de notre histoire technique, nous avons transféré au visage les pouvoirs d'être
les critères d'identité et des normes. Si vous pensez à Bertillon à la photographie, c'est ça. C'est la décision collective que les visages est les signes de l'être humain, et jusqu'à dire avec Hans Belting que nous sommes devenus notre selfie, et si nous sommes devenus notre selfie, les visages a subi ce qu'il appelle, Belting appelle une disembodiment, une désincarnation progressive. Est-ce que c'est là, ce que je viens de dire un peu rapidement, est-ce que là nous suffit pour comprendre la relation qu'on a ou qu'on n'a pas suffisamment avec les robots? Est-ce que nous avons la relation qu'on a avec les robots parce que les robots nous ressemblent, et ils nous ressemblent parce qu'ils ont un visage, et parce qu'ils ont des yeux, et ils nous regardent à travers ces yeux? Alors là, je ne suis pas complètement convaincue. Je pense que justement, s'il y a des choses des relations qui ne sont pas abouties avec les robots, eh bien, ce manque d'aboutissement est dû au fait que nous, on fait trop confiance au visage. On fait trop confiance au visage reproduit sur les corps robotiques. Et je pense qu'il faut démonter l'idée que les visages a la puissance identitaire que nous sommes habitués à lui attribuer. Et donc, je pense que Deleuze, quand il fait une différence entre visage et visagité, peut nous aider à démonter les pouvoirs identitaires du visage. Et comme vous le savez, bien évidemment, Deleuze parle d'une machine abstraite de la visagité. Et la visagité, c'est l'endroit, disons, l'espace, la surface du corps qui a le pouvoir d'attirer notre attention et qui n'est pas forcément lié au visage, c'est-à-dire à cette partie-là du corps, aux yeux et à la bouche. Et il écrit par exemple, à Mille Plateau, les visages concrets ne peuvent pas être considérés comme prêts à l'emploi. Ils sont engendrés par une machine abstraite de visagité qui les produit. Et cette machine est dite une machine de visagité parce qu'elle participe à la production sociale des visages, parce qu'elle opère une visagisation de tout le corps, de ses entours et des objets qui sont transformés en un milieu qui est pouvoir de concentrer notre attention, d'appeler notre attention. Donc, si c'est ça, et d'ailleurs encore, Butler, par exemple, elle écrit « Acts, gestures, enactments are generally construed, they are performative, in the sense that the essence or identity that they otherwise purport to express are fabrications, manufactured and sustained through corporeal signs and other discursive means. » C'est-à-dire, et là, je résume, le corps est un agent cognitif grâce au fait qu'il est un agence de performance qui s'est produit dans un espace où les êtres humains et les artefacts participent en même temps et se co-constituent en même temps. Alors, si on est d'accord sur ça, si on pense que c'est un discours qu'on peut développer, il faut douter, je pense, du regard du robot et plutôt faire confiance au robot comme artefact qui a un corps, qui a un vrai corps, et s'interroger sur les qualités esthétiques, matérielles du corps du robot, pour établir une relation qui soit plus satisfaisante, disons, avec lui. Alors, qu'est-ce qu'un corps vivant peut être? Eh bien, un corps vivant est un corps qui est chaud ou froid, qui est humide ou sec, dont la surface a une texture ou pas, qui est habillé ou pas, qui est en mesure de faire des gestes ou pas, etc. Donc, il faut imaginer cette machine métallique comme une chair vivante et chaude.
il faut donc remettre en question la place de l'observateur, parce que finalement, si on pense les robots comme un objet qui est en mesure de nous regarder, on reste dans un paradigme qui est un paradigme visuel de l'observation, de la confrontation, du face-à-face. Et je pense qu'il faudrait, ce serait beaucoup plus intéressant de sortir de cela et rentrer plutôt dans un paradigme de la performance. Donc, nous avons, nous, les humains et les robots, nous avons des corps qui peuvent interagir. Et donc, c'est avec cette idée qu'on a dessiné une étude expérimentale, une expérience dont Giulio va discuter tout de suite. Et on a cherché à prendre, disons, au sérieux, si vous voulez, le corps du robot et voir ce qui peut arriver une fois qu'on joue, si on veut aussi, on joue un peu avec lui et avec son cœur. Là, je passe la parole à Giulio Galimberti. Merci. Mille merci Chiara. Giulio, je pense qu'il va parler en anglais. Très bien. It's perfect. Should I switch on my microphone? I think that you can use mine. Tu peux venir ici si tu veux. Chiara, il tuo bicchiere. È stato un po' più veloce, ma di tutta maniera vuoi t'intendere? Perfect. I'm sorry I have to switch to English, but I have a much better ownership of a spoken language, so I hope it doesn't bother you that much. And as Chiara said, I'm gonna present you a bit of the experiment we performed together, and also with an equipe coming from a city in Italy, Pescara. They are an equipe of engineers and data analysis that help us also getting us the equipment we needed for performing this experiment, or let's say empirical study. So the study aimed to evaluate the effect of heat and cold during human-robot haptic interaction, where I stress already the term haptic, which pertains to the empirical studies on engagement between human and non-human actors while during tactile interactions. So the experiment made use of now such a robot that you might see already on the slide. And now, as you can see, is a medium-sized, autonomous, programmable social robot with humanoid morphology, often used in school setting and for educational purposes, which is also why we choose a sample of young participants to conduct with the study from 18 to 25 years old. So let's take a brief look at the phases into which we choose to divide the experimental sessions so that you have a rough idea of what the experiment looked like. So firstly, after having welcomed the participant, we begin a sort of familiarization session with the robot, which aims to eliminate potential effect of confusion and surprise that might affect data collection, especially the one coming from thermography. What is thermography, which is our acquisition data methodology we use in the experiment? Thermography is infrared thermal imaging, otherwise called, is a non-invasive, non-contact skin temperature measurement technique, also implemented for assessing vital signs and psychophysiological responses of the subjects while they're having social interaction and in social situation. Psychophysiological information obtained from this approach is used to infer a wide variety of emotional states, such as anxiety, fear, joy, happiness, scared. And the model adopted for associating thermographic data with emotional states is
called the circumplex model. It's a pretty specific one, but very important, which offers a dimensional approach to the study of emotion. What does it mean? The dimensional theory of emotion posits that emotional states are not discrete categories, but rather they're a result of varying degrees of two components mainly, which are valence and arousal. Okay. According to this circumplex model, any emotion can be defined in terms of these two continuous dimensions. What is valence? Valence is a dimension that indicates whether the subject's current emotional state is positive or negative. So it's split in two categories, let's say. While arousal, on the other hand, indicates whether and how reactive the subject is at a given time and for a given stimulus. So during the proper interactive part of the experiment, participants were asked to carry out an interactive experience with the robot. The action involved the participant and robot holding hands together mainly, as you can see already from this picture. So while holding hand, now the robot and now will tell a short story lasting approximately 1 minute to the participant. Then the action is repeated under 3 different experimental conditions we choose, which are the first, robotic hands warmer than the human one, second, robotic hands colder than the human one, and third, robotic hands with temperature, let's say, similar to the one that we normally have. At the end of the test, we then asked each participant to complete an ad hoc questionnaire that draws items views from other previously studies, investigating the following topics and questions, like the level of perceived social acceptance of the robot, the friendship and trust toward the robot itself, the degree of anthropomorphism and human resemblance achieved by the robot, and finally the level of fear and emotional safety gained through the interaction. Now, the first issue I would like to focus a bit longer is that of the experimental setting and hypothesis that we made up with, which has to be considered mainly in light of the fact we choose might have non-human partner, the robot. So given these two mainly stream of thought, we thought that heat could play actually an important role in both of these aspects. Why? Because the habit of interacting with a living body is that of a warm tactile interaction. And here lies the, let's say, human likeness component. So we figure that robots should be warm if they have to be similar to humans. And on the other hand, determines qualitative factors as trust each other or prosocial act or reduction of anxiety during interaction. And here lies the interaction quality component with the contact with now as a robot. So it is pretty obvious from this explanation that our experimental hypothesis was that warm haptic interaction is deemed more favorable than the cold one. And more specifically, our prediction was
that in a scenario where the robot hands are warmer, psychophysiological signals from the human might show an increase in positive valence arousal, so to indicate a greater willingness to interact with now. And on the other hand, a reduction in anxiety and stress compared to the condition with colder robotic hands. I think it's quite important to emphasize the starting hypothesis of an empirical study from a philosophical point of view, at least. And it is also important to frame it in a broader system of scientific knowledge production, so that has to show that every experimental finding is never somehow pristine or is not an objective document of a mind-independent reality, but rather a result of situated attempt to interact with the world, with a given world. And by saying this, I'm explicitly engaging with the thought of Bruno Latour or Hans-Jörg Reinberg later on regarding they call change of iteration that are formed between the production of data, the significance that we as a research equipe attribute to them, and where data are contained. So Latour and Reinberg accounts of data are strongly influenced by their interest in how scientific practice actually unfold and iterate while they are generating knowledge. And these iterative accounts significantly add complexity in comparison to a more straightforward relationship between data, seen as somehow an immediate trace life by a measurement instrument as can be the thermographical scan, and theoretical stances of or claim that can be seen as somehow disembodied. So the issue of data production is particularly interesting also in our experimental setting. And the relationship between robot, experimenter, and participant articulates in a multiplicity of networks and nodes, so that it does not suffice for us to consider thermal data per se, but they ought to be addressed as components of specific processes of knowledge making. So by adopting this broader perspective, the generation of data becomes more comprehensible within the specific and situated experimental condition that create an agentive situation, which is both distributed spatially and temporally. And this is a very important point for us, and I wanted to stress a bit more, because, for instance, the complexity of participant experimental setting encounter show at best when we might consider it under the heuristic lens provided from scholar Silvia Casini, which talked about this concept, this term of anticipation. So anticipation aims to, as a concept, aims to extend the network of interdependence between subjects and their multiple bodies up to the early stages of development of a setting itself. So, for example, the study of the thermal globe that you can see on the picture that Now was wearing is a clear example of how experimenters use this concept of anticipation. Why? Because many technical possibilities for heating up and cooling down the android's hand were screened, and at all the decision-making stages, we converged to consider what kind of encounter we imagine the participant might prefer, while having in mind also to stay consistent with our hypothesis, of course.
So while before the participant goes and touches the human hand of the robotic hands, we already have had a thought about what might be the best option for this touch to happen. So there's a sort of iteration, as Latour and Reinberg said, that comes not only in the present and in some of is and data analysis experiment. And in a similar way, we also incorporated which was very important for us, an ad hoc questionnaire, as I said already, which is designed to complement and enhance the examination of quantitative data obtained through thermography. So, unfortunately, thermographic data are still under scrutiny, but we can say already something from the ad hoc questionnaire that we obtained. The data gathered from the ad hoc questionnaire show a noticeable difference between the cold and the warm condition, as we thought might be. This emerges most clearly in some of the questionnaire items, and particularly in response to few of the following questions I'm now trying to let you see. The first one is, I thought, which this is one of the items that you could find in the questionnaire as a participant. So the first one is, I thought I will want to interact with now again while their hands were warmer or colder than mine. So you can see a significant difference in the average of this result. I use the pronouns, just clarification, I use the pronouns there not because I think that now is a fluid entities, but because I don't want to address them as a hit, because the whole point is to overcome this just a machine thinking about the robot. The second item that has a very significant resonance is the item I perceive now as endowed with life when their hands were warmer and colder than mine. While the last one is I felt more willing to interact with now when their hands were warmer, colder than mine. So I'm getting toward the conclusion, and despite the gratification on discovery and alignment with our initial hypothesis that I already told you, it was also intriguing for us to observe that throughout the whole experimental session, some participants exhibited a distinct preference for interacting with now while he was having colder hands. So various reasons contributed to these preferences, such as the warmth of now's hands was making participants' hands sweaty, causing some sort of embarrassment, or a strong connection between heat and the potential hardware overheating of now, so raising some concern about now's malfunctioning, basically, or just a straightforward inclination toward the sensation of cold touch. But by recognizing the diversity of responses that statistical discussion might otherwise obscure, we are enabled to compare the perceptual preferences emerge and evolve during the specific and situated interaction between individual and social robots. So beyond the overreaching preference of a warm hand, our emphasis lies also in showing the certainty with which participants articulated their individual preferences regarding thermal variation while interacting with now. Thus, we commence with this result, primarily urging manufacturers of these intelligent devices such as now to engage in reflection about the importance of thermal touch. And consequently, our study aimed to encourage such a robotics company to acknowledge the significance of the thermal variable in enhancing the quality of human-robot interaction within social domain.
Eventually, and I conclude, we aim also to show how heat and cold and thermal dynamics more broadly are facilitated also nowadays by advancements like thermal imaging. So prominent in inquiries as we tackle today, but many other fields are starting to addressing thermal dynamics. And so this produces a sort of feedback effect on the increasing of importance of multisensoriality in all sorts of epistemological and empirical research and domain. Thank you very much. Thank you so much, Giulio. Alors, moi, je voudrais vous remercier toutes les deux. Je vais parler en français, puis je vais peut-être te poser rapidement une question en anglais. Mais merci beaucoup. C'était vraiment... C'était archéologique, hein, c'était très bien. Je me réjouis que combien de choses nous avons en commun, non seulement la cognition distribuée. Bon, nous, on ne l'appelle pas forcément comme ça parce qu'on travaille sur l'actentialité, sur comment les objets agissent par rapport à nous, etc. Mais c'est la même chose que la cognition distribuée. Je suis comme ça, mais sur la question de la visagérité, moi, ce sont tous des commentaires, peut-être j'ai une question pour lui, mais la question de la visagérité m'intéresse particulièrement parce que, comme tu le sais, on est tous, disons, ici des théoriciens de l'énonciation, qui plus, qui moins, et évidemment, par exemple, quand on travaille sur les images, on a essayé de nous déplacer de l'intérêt que nous avions au tout début quand on a commencé à travailler sur l'énonciation visuelle. On a commencé par les portraits, évidemment. Quelqu'un nous regarde, quelqu'un est de profil, c'est la première personne, c'est le dialogue, c'est la troisième personne, etc. Ça, c'était la base. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte, en analysant l'image, que la visagérité était distribuée. Par exemple, moi, personnellement, je travaillais beaucoup sur les natures mortes et je me suis rendu compte de tous les mouvements des objets dans les natures mortes, les objets qui tombent, tout c'est bien, etc. Et là, c'était d'autres formes de visagérité. Ça, c'est pour te dire tout simplement que je comprends très bien et ça m'intéresse grandement cette question du visage distribué, disons. Hein. Et je suis aussi, de manière générale, convaincue que c'est plus dans les corps et dans les mouvements qu'on comprend les passions, par exemple, ou l'humanité. C'était un peu l'idée de Warburg, d'ailleurs, que les passions, on ne va pas les chercher dans les visages, mais on va les chercher dans quelque chose de beaucoup plus complexe, que c'est la pose, la gestualité, etc. Je comprends aussi, c'est une liste de choses que je comprends, mais je comprends aussi très, très bien la question du fait que le visuel ne suffit pas nous, à construire des interactions. Et tu m'as fait repenser à un livre très important de Jacques Fontani, Soma et Sema de 2004, qui a été remanié, réécrit et republié en 2011 sous le titre Corps et Sens. Anne Hainaut, c'est elle qui a voulu ce remaniement et cette nouvelle version du livre. Ce livre qui est très complexe, qui reprend aussi tous les problèmes du moi-peau et dans les yeux, etc., dit très bien comment se caractérisent les champs sensoriels du visuel, et justement, c'est l'éloignement, c'est la perspective, c'est les plans successifs, etc. Donc, c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas combler la demande d'affective, empathique, etc. Et donc, justement, c'est justement dans la sensorimotricité, mouvement, qui nous rapproche de la respiration humaine, qui est effectivement au centre de l'humanité ou de la manière dont on peut effectivement interagir. Et l'idée d'interaction est très importante aussi. Peut-être une question pour vous deux, mais je la formule en anglais. I think you spoke about the fact that you asked the questions to the participants of your experimentation.
semiotics in general does not like a lot the idea of asking people because of the biases of the. It would be not more interesting for you to use other instruments to understand the success or not of this interaction, for instance, through some instruments of ethnomethodology or interactional linguistics that try to understand the complexity of the body and not of the conscient speaking. So the body at the core of the problem, also in the analytical instrument, and not the discourse, the language, and so on. Thank you very much for the question. I think they might be very helpful, actually. The main problem is that somehow to unite a more nuanced and qualitative account with a strong quantitative methodology is nowadays still seen as a very bold and careful theoretical move. So our study here, the one I presented, is a quantitative one. So also the questionnaire are a sort of background that helps us to formulate and somehow put together what the machine was trying to say to us, but is not a way to understand what actually was going on from a first perspective, embodied subjectivity, and etc. While I still think this one that you enucleated, also the autoethnographical part, ethnographical part, is one of the leading ways of understanding this kind of scientific inquiries, which was just not what we did in this particular event. Also thinking about outputs and how to say something in starting to say something at least through scientific inquiries, given that thermal dynamics are not quite there already. So it's already bold to point to this kind of interaction, and we thought we'd be careful not to use different and mixed methodologies to address it. But yeah, thank you. I understand. Absolutely. Thanks. Merci. J'aurais peut-être un commentaire, une question. Beaucoup aimé cette idée d'interaction au lieu d'interaction. Et je pensais aux travaux d'Eric Landowski, un séméticien, un collègue à nous, qui distinguait justement entre ce qu'il appelait une sémétique de l'interaction et la programmation, justement là où les deux sujets, les deux statuts anciens ne bougent pas. Et ce qu'il appelait après une sémétique de l'union, justement où les deux sujets se construisent dans l'interaction humaine. Et à partir de là, j'avais une question sur, quand vous dites que finalement un marteau n'a pas encore un marteau. En revanche, un robot, oui. Et donc vous dites finalement il ne faut pas penser justement à la subjectivité de l'humanité par le visage, mais par la performance. Et la question que je me pose, c'est quel est le seuil entre le marteau, disons, et cette subjectivité. Parce que par exemple, dans une chaîne de montage, dans une usine de voitures, il y a le robot. Mais est-ce que ils sont plutôt du côté du marteau ou sont plutôt du côté de l'humanité? Ils n'ont pas de visage, on est d'accord, mais ils sont dans la performativité. Je pense que je ne sais pas quelle est notre sensation devant ces robots. Ils sont plutôt du côté du marteau ou plutôt du côté de l'humanité. Alors la question c'est celle-là. Comment
ceci, ce seuil se limite d'un côté ou de l'autre. Bon, merci beaucoup. Bah, déjà c'est justement un seuil. Peut-être une situation. Oui. C'est justement un seuil et je trouve que c'est. De mon ordinateur. Hein. Okay. Et c'est justement très utile de les penser comme ça parce qu'un seuil bouge. Et je dis ça que je pense qu'il faut être très attentif à ne pas être normatif. Parce que justement, c'est un champ de recherche qui est riche de nuances. Et là, c'est juste, comment dire, une prémisse méthodologique que je me donne à moi tout le temps. Il ne faut pas arriver avec une théorie qui est clairement la bonne. Mais voilà. Cela dit, la la relation finalement entre moi-même et les robots. Alors que les robots sociaux, non, c'est différent. Les robots sociaux sont vraiment des acteurs d'interaction parce que chacune et chacun est en mesure de fabriquer, de construire une relation spécifique dans l'espace et dans le temps. Et je pense que c'est là la différence. Et c'est pour cela que, je disais avant, nous, là, le problème est, est-ce qu'on attribue une valeur affective ou à quel point c'est de la projection et à quel point c'est un processus partagé. Mais je pense que dans les robots sociaux, on est quand même dans un espace de jeu et d'interaction affective dont on ne fait pas expérience avec les instruments, même les instruments très sophistiqués, même les instruments qui sont au niveau matériel très imposants, mais il y a un élément de standardisation. Voilà, c'est ça, je dirais. C'est Mirba. Oh, je n'avais pas vu ça venir. Merci beaucoup. J'aurais deux questions à vous poser. La première porte sur la question de la visagénité. J'aimerais vous poser une question sur un aspect de la visagénité, à savoir celui de la confiance perceptive, de la fiabilité, etc. Je pense à un texte de Merleau-Ponty dans Phénoménologie de la perception, sur lequel il est arrivé de travailler, où il raconte cette observation qu'un visage vu à l'envers est méconnaissable. Et il décrit la manière dont un visage familier vu depuis la tête du lit à l'envers fait progressivement disparaître les traits de reconnaissance et de confiance que l'on peut avoir dans la perception d'un visage. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que la description du visage à l'envers méconnaissable n'est pas neutre. On voit que les mots qu'il emploie dessinent en fait un autre horizon morphologique derrière le visage, qui est celui de la monstruosité. C'est comme si une sorte de monstruosité était sous-jacente à la perception du visage à l'endroit. C'est comme ça que c'est une demande dans votre réflexion sur la visagéité,
Quelle place accordez-vous justement à ce problème de confiance, de fiabilité, de fragilité fiduciaire, finalement, dans la perception du visage? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça prolonge un peu la question de Juan, relative au lien affectif qui se tisse avec les objets. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un critère, des critères moteurs, même précisément, je me demande s'il n'y a pas, si le critère de la mobilité ou de la motilité de l'objet n'est pas un élément fondateur. Par exemple, on crée un lien avec sa voiture, avec son bateau ou avec son vélo, mais pas avec son frigo ni avec son four. C'est quand même. Est-ce que vous voyez les Anglais, par exemple, leur bateau, ils parlent de cheese. Hein, et donc, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que le critère de mobilité ou même de motilité serait un peu lié au fond à la sensorimotricité partagée? Merci beaucoup. Je commence par la deuxième, parce que ça va plus vite. Absolument, oui. La mobilité et la motricité, la mobilité font sûrement partie de l'être vivant de l'objet. Ça, c'est depuis Aristote d'ailleurs. Un être vivant est un être qui a la mesure de bouger. Alors, bouger, c'est pas se mouvoir déjà. Mais donc, là aussi, il y a une famille, il y a des degrés de motricité, de mobilité. Donc, la première partie de ma réponse est oui, absolument, ça fait partie de l'expérience. En même temps, c'est très intéressant parce qu'il y a des études déjà faites par des chercheurs japonais qui ont traité comment dire, des artefacts qui n'avaient pas de forme humanoïde d'une manière, plutôt grands quand même, pas des poupées, quoi. Justement, pas des poupées, pas des artefacts humanoïdes, et qui étaient en mesure d'être réchauffés, de garder la chaleur. Et ils se sont aperçus que quand ils donnaient ça aux enfants, l'effet que ces objets, pas humanoïdes, mais réchauffés, étaient réchauffés, aidait l'enfant à être, comment dire, à faire du babysitting à l'enfant. Alors que si l'objet n'avait pas une chaleur qui les rapprochait à la chaleur du corps vivant, cet effet de soin, voilà, n'était pas présent, n'était pas actif. Donc, je pense que oui, la mobilité participe, quand même, la chaleur a un espace à elle qui participe à l'interaction homme-robot. Voilà. Donc, première question. L'autre question, moi je pense que les visages à l'envers, c'est du corps. Voilà. C'est du corps. Les visages à l'envers, qui est tout à fait monstrueux, rentrent dans la dimension corporelle de l'humain. Alors, et quand on parle du visage à l'endroit, justement, on parle, et là je suis allée un peu vite et je m'excuse, mais on parle d'un visage qui est vis-à-vis, face à face, qui est frontal, qui est droit, qui a un monoteur. Donc, c'est une surface corporelle très normée, très normée, et donc aussi très susceptible d'être bousculée d'une certaine manière, d'être appauvrie. Donc, on pose toujours les visages comme un élément absolument relatif de la relation entre les humains et les autres. Enfin, il faudrait y aller un peu plus doucement, parce qu'une fois qu'on enlève la frontalité, l'immobilité, la même hauteur, la régularité des occurrences des yeux et de la bouche, les visages, voilà. Et d'ailleurs, c'est sur ça qui est, comment s'appelle-t-il, pardonnez-moi, les peintres... Bacon, merci. C'est bien sur ça qu'il a travaillé, sur la possibilité. Qu'est-ce qui se passe au visage une fois qu'on déconstruit son axialité, d'une certaine manière, et sa frontalité. Et je pense que c'est pour cela aussi que le visage n'est pas... Il marche comme signe identitaire parce qu'il est reconstruit après coup par des dispositifs qui lui font confiance.
Et donc, c'est ça aussi qui les renforce dans son pouvoir identitaire, dans son pouvoir, et ce qui renforce notre confiance à lui. Mais c'est une confiance culturelle et technologique, pas du tout naturelle. Semir, voilà, dernière question. Oui. Non? Oui. Non, c'est une réflexion, je vais réagir si vous voulez. Au fond, moi je n'interagis que très peu avec des robots. Je trouve que votre pensée est risquée parce qu'elle est très prospective au fond. Dans la vie de tous les jours, je n'interagis pas avec des robots. Ça m'est arrivé enfant. J'ai pas mal interagi avec des robots, et puis je vois bien que dans la partie encore enfantine, ma partie enfantine, celle de l'imagination, avec les dessins animés, là en effet, j'ai encore quelques relations avec les robots. Mais sinon, en fait, je n'interagis pas avec les robots. Et par contre, j'interagis avec les ordinateurs, c'est le stade en dessous, enfin on nous irait avec les seuils, hein. Et je vois bien que je me suis beaucoup habitué et que tout ce qui concerne la visualité, la motricité, enfin tout ça, ne m'intéresse pas du tout. Que Siri est un échec total, on est tous avec les maths. Donc, Siri, personne n'utilise Siri, je crois. Donc, voilà. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, bien sûr, il y a des expériences. Tant mieux de faire des expériences. Je vois quand même que les expériences sont faites avec des enfants. Hein, donc, il me semble là, il y a quelque chose qui pour moi, me fait se questionner. Alors, bon, merci pour cette question. Les expériences ne sont pas faites avec des enfants, ils étaient des adultes. C'est à 25 ans. Oui, mais pas des enfants. Enfin, okay. des jeunes adultes. Parce que nous, on se sent des adolescents. Et alors, évidemment, tout... Cela dit, moi j'ai amené mon fils à le faire, mais ça ne rentre pas dans le protocole parce que je ne suis pas scientifique. Alors, je comprends très bien. Mais moi non plus, j'interagis avec des robots pendant ma vie quotidienne, mais les gens âgés, oui. Et c'est très intéressant, justement, l'interaction entre les gens âgés pour lesquels on utilise des robots dans la dimension du soin et médical, notamment au Japon. Donc les robots, là, agissent vraiment comme un proxy, comme un partenaire. Et donc la question est très urgente. C'est comment quelqu'un qui est âgé peut faire confiance à un robot dont il faut qu'il prenne la main. Et comment il va arriver à prendre la main et s'appuyer à ces corps robotiques. Parce que s'il ne s'appuie pas avec confiance, il va tomber. Donc, vous voyez, ça c'est aussi une question de... et pour moi, c'est très intéressant que la personne âgée ne fasse pas confiance au bras du robot alors qu'il est là et qu'il a besoin même de ces robots-là pour aller d'ici jusqu'à-là. Donc, oui, dans notre monde à nous, la relation avec les robots est franchement très, très marginale, mais dans d'autres moules, si vous voulez, sociétales, et sûrement dans d'autres pays, ça a quand même ça existe beaucoup plus.